Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Violation des droits humains en République démocratique du Congo, l'ONU préconise une action internationale coordonnée. Ceci est le résultat de la description de la situation faite par Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, devant les membres du Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève. Aux consultations politiques, le CESAC appelle les médias à participer à l'Union nationale. Christian Bossébé, président de cette institution d'appui à la démocratie, l'a dit après son entrevue avec Eberon Kolongele. Vous le suivrez dans cette édition. Et puis, insalubrité au marché Gambela à Kinshasa, ce lieu commercial célèbre n'est plus que l'ombre de lui-même. Le constat fait sur place atteste d'une indifférence criante face à une situation alarmante. Les images dans un instant. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. La situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo a été décrite mardi 1er avril par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, devant le Conseil de droits de l'homme à Genève. Cette description n'a pas laissé l'indifférence l'ONU qui appelle à une action internationale coordonnée pour faire face notamment aux exécutions sommaires, aux violences sexuelles et aux enrôlements forcés des enfants dans les groupes armés. Trésor Corneille Tambi pour les détails. Cet appel collectif est lancé pour faire face aux nombreux cas de violation des droits humains en répétition dans ce coin du pays depuis plus de 3 décennies. Situation décrite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise. La violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat ? Les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. L'ONU a à son tour fait appel à la communauté internationale à une réponse immédiate et coordonnée. L'offensive lancée en janvier par le groupe armé M23 AFC, soutenu par l'armée rwandaise, continue d'aggraver le chaos dans la partie orientale de la RDC, comme l'a rappelé la haute commissaire adjointe aux droits humains de l'ONU, Nada Al-Nashif. La progression alarmante des violences sexuelles liées au conflit entre les deux parties a été mise en lumière par le Haut Commissariat des Nations Unies. À cela s'ajoute le déplacement massif de population. L'ampleur de ces déplacements combinée à la violence systématique exacerbe, selon elle, les souffrances des civils pris au piège dans une guerre interminable. Depuis le début des atrocités dans cette partie du pays, il y a 3 mois, la province du Nord Kivu a elle seule enregistré plus de 7000 personnes tuées et 90 sites d'accueil pour personnes déplacées détruits. Un bilan dressé par le gouvernement congolais. Les consultations politiques en cours à Kinshasa sont suivies de près par les médias nationaux, un outil de sauvegarde de l'unité et la cohésion nationale. Voilà tout le sens de l'appel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication lancé par son président au sortir des échanges avec Eberon Kolongele. Le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix
la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important. Et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça, c'est le vœu du président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, en l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait rassurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. Le journaliste doit faire payer la facture à celui qui tue et à celui qui pille, qui sème la désolation. Ça, c'est le rôle, je crois, du journaliste. La vérité, oui. La vérité encore. Et la vérité, toujours. Les consultations politiques restent d'actualité et retiennent l'attention de plusieurs. Consulté à son tour mardi 1er avril 2025, Constant Moutamba propose la démarche d'un gouvernement d'ouverture. Il a été à la tête d'une délégation de l'opposition républicaine. Il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger. Il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Répondant à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité sur les consultations politiques en vue d'une plus large cohésion nationale contre l'agression, Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle de 2018, parle d'une invitation pour conscientiser les politiques au-delà des couleurs politiques. Elle propose la mise en place d'une institution qui favorisera le dialogue intercongolais permanent. Suivez Marie-Josée Ifoku dans cet extrait proposé par Ebenezer Bwanga. Effectivement, ça ne peut que tenir mon soutien puisque y a le feu dans la maison et je pense que quand la maison brûle, même les voisins avec lesquels on ne s'entendait pas dans le quartier, chacun va prendre un seau d'eau pour pouvoir sauver la maison. Donc il y a une urgence et j'ose croire que tout Congolais, toute personne qui aime ce pays est obligée d'aller chercher un seau d'eau pour pouvoir éteindre ce feu. Bon, je pense déjà à travers cette annonce, cette invitation lancée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, devrait sensibiliser et conscientiser tout le peuple congolais et surtout particulièrement les politiciens. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste derrière nos guéguerres habituelles. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Et moi, je pense que tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse s'asseoir à une même table, pouvoir discuter. Même si à négocier, il faudrait négocier, même plus tard. D'ailleurs, parmi nos propositions, nous avons même demandé encore la création d'une institution d'appui à la démocratie et permettre à ce qu'il y ait un dialogue permanent entre politiciens congolais, la société civile, voire même nous pouvons étendre cela. Donc, oui, je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais, qu'ils se battent pour notre territoire et non pour un homme. Parce que je crois qu'il y a confusion de fois. Les gens pensent qu'en venant répondre à cette invitation-là, viennent aider un homme
allons-y, allons au-dessus de là, venons plutôt aider nos frères et sœurs congolais, parce qu'en tant que politique, nous nous sommes levés pour l'intérêt du peuple congolais et pour notre nation. Donc c'est ainsi que je les encourage à pouvoir répondre à cette invitation. Oui, nous avons parlé d'un gouvernement de cohésion nationale. Et bon, il y a des propositions que nous avons introduites qui sont très, très stratégiques. Alors, je ne voudrais pas en parler. Je laisse la primeur quand même au président de la République. Et je pense... Les 3 Américains condamnés à mort pour implication dans le coup d'État déjoué le 19 mai 2024, dont le fils du chef du groupe, Marcel Malanga, ont obtenu la grâce présidentielle au terme de l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, rendue publique mardi 1er avril 2025. La peine capitale prononcée par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe à l'encontre de ces 3 condamnés à mort a été réduite en servitude pénale à perpétuité. Dans une série d'ordonnances, le président de la République, Félix Tshisekedi, a ordonné la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale aux 3 Américains figurant parmi les 37 condamnés pour complicité dans la tentative du coup d'État du 19 mai à l'issue du procès tenu à la prison centrale d'Indolo, dont Marcel Malanga, fils du chef du groupe, et ses compatriotes Taïlan Christan et Zalman Benjamin. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulée en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision visée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Cette ordonnance présidentielle intervient juste quelques mois après leur condamnation par la Cour militaire Kinshasa-Gombe. Au marché Gambela, dans la municipalité de Kassavubu, les vendeuses font face à un quotidien de plus en plus difficile en raison de l'accumulation des ordures. Entre mauvaises odeurs, insectes et désaffection des clients, l'insalubrité menace leur activité. Malgré les plaintes répétées, la situation reste inchangée, posant un réel problème de santé publique. Que faire pour sortir de cette impasse? Suivez le reportage de Cynthia Mbombo. Tas d'immondices composés de déchets en plastique, de restes de nourriture en décomposition. L'odeur dans ce marché, pourtant fréquenté régulièrement par une clientèle non-stop, est suffocante. La promiscuité dicte sa volonté aux grands damnés de la santé. Les occupants du lieu, ceux qui y exercent leurs activités commerciales, font visiblement exception. Awa ezali wenze na biso esika totekaka tozo senga bakonzi ya mboka batelela biso likambo oyo moye bakilia bakota basombela biso biloko ezate wenze eleki salite musala babandaki bazo silisa te fulu pe pai moye toteka malamu ezate. Cette poubelle située en plein marché aggrave la situation. Personne ne s'en occupe, bien que remplie de déchets toxiques. Les clients avancent ici, nez bouché. À propos de l'environnement, les gens qui donc bambisi banini poso so mango netinga lamba nanga nanga célibataire na lamba mais bambisi boyo so mango zate parce que d'abord ba hygiène nango za malamu te full babiloko bimala full wana eza dignité banzinzi wana tomba contaminer babiloko wana tio que lamba ngo typhoïde. Donc, moyen aussi à la. Il y a urgence de nettoyage de ces lieux commerciaux. La santé humaine est mise à prix à l'indifférence de l'autorité urbaine qui perçoit des taxes.
La paie des enseignants a été au cœur d'une réunion d'évaluation sur la reprise effective des cours dans tous les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique de la province éducationnelle Sud-Kivu. La chef de service de paie, Diprocop, a levé toutes les zones d'ombre, invitant les parents à envoyer leurs enfants à reprendre le chemin de l'école. Depuis Uvira, Alain Magourou nous fait le point. La reprise des cours à Uvira a fait l'objet d'une évaluation méthodique par le Conseil provincial de l'éducation du Sud-Kivu au gouvernorat provisoire des provinces délocalisées à Uvira. Élargie aux gestionnaires d'écoles, syndicalistes d'enseignants et représentants des parents, cette réunion a débouché au constat d'une reprise timide des activités scolaires dans la quasi-totalité des écoles tant maternelles, primaires que secondaires de la province éducationnelle Sud-Kivu 2 à Uvira. Cependant, pas de souci à se faire du côté des enseignants dont l'essor est assuré, comme le confirme Mme Noëlla Mukongo, responsable de DINACOP, service en charge de la paie. Nous, le comité provincial élargi de l'EDI-NCE du Sud-Kivu 2, avec son excellence Madame la ministre provinciale de l'éducation, nous nous sommes convenus que le lundi de la semaine prochaine, nous allons faire la descente sur terrain pour accompagner les enseignants, pour vérifier si réellement les enfants auraient pris le chemin de l'école. Par rapport à la paie, il n'y a pas de problème car le gouvernement a envoyé le salaire des enseignants. D'ailleurs, pour ce mois, tous les enseignants ont déjà touché leur salaire. Ce qui pose le problème, c'est au niveau des enseignants payés par l'IFOD Caritas. Jusque-là, la BCC n'a pas encore ouvert ses portes. Ils attendent dès que les enseignants payés, dès que l'IFOD va prendre les fonds au niveau de la BCC, tous les enseignants payés par l'IFOD seront aussi servis. Pas de panique non plus du côté des élèves qui, tous optimistes sur la capacité du gouvernement provincial à garantir leur sécurité. Ils confirment la motivation de l'enseignant, déclarent leur joie à retrouver le chemin de l'école et invitent leurs condisciples qui traînent encore à Kalemi, Burundi, Tanzanie et ailleurs à ne plus perdre le temps. À mon avis, je voulais qu'on rentre à l'école pour étudier, pour s'apprendre chaque jour et chaque temps. Parce que quand j'étais à la maison, j'étais mal à l'aise. Donc ce qui est important est que nous revenons à l'école pour étudier parce que à la maison, rester toujours s'ennuyer, seulement sans rien faire à la maison. L'ambiance qui est ici à Uvira, c'était tout simplement la fausse information. Des gens disaient qu'ici il y a la guerre, alors qu'ici à Uvira il n'y avait rien. Et aujourd'hui, l'enfant a besoin d'éducation. Rester à la maison, c'est contre-productif pour les enfants. Encore qu'ici, nous sommes avec les Wazalendo qui nous facilitent à la sécurité et qui empêchent qu'il y ait des désordres, contrairement à nos amis de Bukavu et de Goma. Mais pour moi, ici, c'est le bon moment parce que déjà, avec les mouvements qu'on a, l'avancée des cours, le calendrier ne sera pas réaménagé. Les élèves qui sont à l'extérieur d'Uvira, peut-être au Burundi ou à Kalemi, à Lubumbashi, venez étudier. Le gouverneur, les Wazalendo sont là pour nous protéger. Et on a entendu que les gens de Goma et de Bukavu étudient, mais pourquoi nous on va rester à la maison? L'ambiance que je trouve ici, les enseignants enseignent très bien et nous, nous étudions très bien. Apprendre est comme préparer notre avenir. Parce que parfois on dit qu'un enfant qui n'étudie pas est une bombe à retardement. Et nous devons étudier pour bien assurer notre avenir et l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Le destin aurait-il décidé d'une fin tragique mais célèbre pour le brigadier Kabea Senda Fiston, mort alors qu'il accomplissait son devoir quotidien, celui de réguler la situation routière. Certes, mais les renseignements fournis par la toile sur les circonstances de son décès suscitent un sentiment de révolte et en même temps d'hommage d'une nation à un légaliste tombé arme à la main. Patrick Leconi. La renommée du brigadier Kabea Senda Fiston, policier de circulation routière affecté à Kinshasa, dépasse déjà les frontières. Ces jeunes meurent pendant les heures de service dans les circonstances qui restent jusque-là indéterminées. Tiré joint sans frontières, le Panthéon, Kabea, le légaliste. La nation se souviendra d'un 31 mars 2025 marquant la fin de ta course sur la terre des humains. Via la magie de nouvelles technologies d'information et de la communication, de milliers de tes compatriotes choqués par la scène des violences qui aurait conduit à ta mort te rendent des hommages mérités à titre posthume. Ta famille ne te verra plus.
La nation et les usagers de l'avenue Colonel Munjiba, maman. La tenue des policiers sera jetée dans la rubrique Souvenirs. Kabeya Senda, fiston, les Congolais te pleurent, non pas comme un citoyen ordinaire, mais comme un héros tombé sur le champ de bataille. Ta chère épouse et ta progéniture te pleurent. Un père de famille est parti. Adieu, fiston Kabeya Senda. Encore une fois, le 31 mars sera gravé dans la mémoire collective. C'est complètement terminé pour cette édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Violation des droits humains en République démocratique du Congo, l'ONU préconise une action internationale coordonnée. Ceci est le résultat de la description de la situation faite par Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, devant les membres du Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève. Aux consultations politiques, le CESAC appelle les médias à participer à l'unité nationale. Christian Bossembe, président de cette institution d'appui à la démocratie, l'a dit après son entrevue avec Eberron Kolongele. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, insalubrité au marché Gamela à Kinshasa. Ce lieu commercial célèbre n'est plus que l'ombre de lui-même. Le constat fait sur place atteste d'une indifférence criante face à une situation alarmante. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.